As-tu déjà ressenti que tu avais pris une décision qui allait bouleverser ta perception du monde? Que, en acceptant quelque chose d'apparemment anodin, tu t'étais plongé dans une situation dont tu ne ressortirais pas indemne? C'est exactement ce qui m'est arrivé cette nuit-là, dans le domaine des Morel, une vieille bâtisse isolée en périphérie de Tours. Un endroit où le vent sifflait à travers les arbres tordus et où les champs de blé semblaient murmurer des secrets à la tombée du jour. Je m'appelle Julien, j'avais 19 ans à l'époque et j'étudiais le journalisme à l'université. L'argent me manquait, alors quand ma tante m'a proposé de la remplacer pour une garde d'enfants chez des amis à elle, j'ai accepté sans trop réfléchir. Ce n'était pas bien compliqué, 3 enfants, Élodie, Thomas et Mathieu, âgés de 6 et 8 ans, et tout ce que j'avais à faire était de veiller à ce qu'ils dorment avant minuit. La rémunération était bonne, trop bonne. Je suis arrivé à la demeure au crépuscule. La mère des enfants m'a accueilli en vitesse à la porte, un manteau jeté sur les épaules et les clés de sa voiture en main. On se voit demain matin. Si besoin, le téléphone est dans la cuisine, a-t-elle dit avant de partir, presque en courant. Je suis resté figé sur le seuil, regardant la voiture disparaître au bout du chemin de terre menant au village. Le soleil déclinait, teignant le ciel d'un rouge inquiétant. Derrière moi, la vieille bâtisse craquait sous le souffle du vent, comme si le bois respirait. Les enfants semblaient dans leur bulle, absorbés par leur propre agitation. Entre rires et chamailleries, ils m'ont traîné jusqu'au salon pour regarder un film. Ils voulaient quelque chose d'effrayant, mais pas trop. Finalement, on a opté pour La légende de la Dame Blanche, un dessin animé qui semblait parfait pour l'ambiance de la maison. Au fil du film, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer certains détails troublants dans la demeure. Les immenses fenêtres ouvertes sur l'obscurité infinie des champs, les bruits de pas creux qui résonnaient dès que les enfants couraient d'une pièce à l'autre, les portraits familiaux suspendus au mur, dont les regards semblaient me suivre. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'était cette sensation d'être observé. Au début, j'ai cru que mon imagination me jouait des tours. La suggestion de l'environnement, la nuit tombante, le fait d'être seul dans un lieu inconnu. Mais au fil des minutes, cette sensation s'est amplifiée, comme si quelque chose était là, invisible, tapis quelque part dans la maison. J'ai secoué la tête. C'était Halloween. Mon cerveau devait juste être en mode film d'horreur. Du moins, c'est ce que je croyais. Car, à cet instant précis, le téléphone fixe de la cuisine s'est mis à sonner. Un bruit strident, ancien, totalement inattendu. Les enfants se sont figés, me regardant avec de grands yeux. Moi aussi, je suis resté immobile un instant, une étrange angoisse nouant mon estomac. Qui utilise encore un téléphone fixe de nos jours? J'ai pris une inspiration profonde et me suis levé, tentant d'ignorer la boule qui se formait dans ma gorge. J'ai traversé la cuisine et décroché le combiné. Allô? Silence. Un silence lourd, épais, comme si quelqu'un était à l'autre bout de la ligne. Et écoutait. Un frisson m'a parcouru l'échine. Allô? Ai-je répété, essayant de masquer mon trouble. Puis, j'ai entendu quelque chose. Une respiration. Lente, profonde. Quelqu'un était là. Et il ne disait rien. Mes doigts se sont crispés sur le combiné. Une voix intérieure m'a hurlé de raccrocher, de retourner voir les enfants, de fermer la porte, d'oublier cet appel. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit, la ligne s'est coupée et au même instant, la lumière a vacillé, une seule fois, comme si quelque chose dans la maison venait de prendre une profonde inspiration. Ma main tenait encore le combiné lorsque la lumière a clignoté de nouveau, plus vivement cette fois. J'ai avalé ma salive et ai raccroché, me forçant à respirer normalement. Ce n'était rien. Peut-être un problème de ligne ou une erreur de numéro. Rien qui justifiait de m'inquiéter, mais il y avait quelque chose dans ce silence. Quelque chose de pesant, comme si quelqu'un, à l'autre bout du fil, attendait quelque chose de moi. « C'était qui ?» a demandé Mathieu en apparaissant dans l'encadrement de la porte du salon. « Personne », ai-je répondu trop rapidement.
Il a froncé les sourcils, mais n'a pas insisté. Je suis retourné avec les enfants, forçant un sourire pour ne pas les alarmer. Le film continuait et j'ai essayé de me concentrer sur l'écran, mais cette sensation de malaise ne me quittait pas. Jusqu'à ce que, 5 minutes plus tard, le téléphone sonne de nouveau. Je me suis figé. La sonnerie résonnait dans la maison avec une intensité presque assourdissante. Les enfants me fixaient sans un mot. Ils avaient compris, eux aussi, que quelque chose clochait. Je me suis levé, cette fois avec moins d'assurance. Mes pas étaient plus lents, plus lourds. Arrivé dans la cuisine, le téléphone sonnait toujours. J'ai pris une grande inspiration et décroché. Allô? D'abord, rien. Le même silence suffocant. Puis, une voix, grave, râpeuse. Je te regarde. Un frisson glacial m'a parcouru l'échine. Je n'ai rien répondu. Je n'en étais pas capable. Mes doigts se crispèrent sur le combiné et mon premier réflexe fut de regarder par les fenêtres. Mais dehors, il n'y avait que l'obscurité. Un noir absolu. Et pourtant je savais que quelqu'un était là. « Jolie maison !» murmura la voix comme si elle souriait. Mon cœur s'emballa. C'était une blague, non? Un crétin profitant de la nuit pour faire peur à quelqu'un. Je me forçais à rire. « Bien essayé, dis-je, en essayant de paraître sûr de moi. Joyeux Halloween à toi aussi. » Et je raccrochais. Mes mains étaient moites. Je me forçais à rejoindre les enfants. Mais cette sensation au creux de mon ventre refusait de s'estomper. Quelque chose clochait dans cette maison. Quelque chose nous observait. Mais le pire, c'est que je n'avais aucune idée d'où cela venait. Je me rassis auprès des enfants, mais impossible de me concentrer sur le film. Cet appel m'avait laissé un sentiment beaucoup trop réel d'angoisse. Élodie, la plus jeune, me fixait. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demandai-je en essayant de rester calme. Elle mit du temps à répondre. Ses petits yeux sombres brillaient dans le reflet de l'écran. « Je n'aime pas quand on appelle la nuit », chuchota-t-elle. Quelque chose dans sa voix me fit frissonner. Mais avant que je ne puisse poser la moindre question, les lumières s'éteignirent brusquement. L'écran de la télévision grésilla une seconde avant de s'éteindre aussi, plongeant la maison dans une obscurité totale. Les enfants crièrent et je restai figé, sentant mon cœur cogner violemment dans ma poitrine. Élodie s'agrippa à mon bras, tremblante. « La lumière est partie », murmura Thomas. Ma bouche était sèche. Il n'y avait ni orage, ni vent violent, aucune raison logique pour une coupure de courant. Je pris une grande inspiration. « Ce doit être un simple court-circuit, mentis-je. Je vais aller voir les fusibles. » Je me levai, mon téléphone en main, utilisant la lampe torche pour me guider. Chaque pas sur le parquet résonnait comme un écho creux dans l'immensité de la maison. Par malchance, le tableau électrique se trouvait à la cave. Les marches craquèrent sous mon poids. L'air était plus froid en bas, et la lumière tremblotante de mon téléphone éclairait à peine les murs de pierre couverts de poussière et de toiles d'araignée. Une odeur de renfermé emplissait l'espace. Ma respiration était la seule chose que j'entendais. J'atteignis enfin la boîte à fusibles. Tout était en ordre, rien n'était désactivé, ça n'avait aucun sens. Puis j'entendis un bruit au-dessus de moi. Quelque chose bougeait à l'étage, des pas lents. Ce n'étaient pas les enfants. Mes muscles se tendirent comme des câbles prêts à rompre, parce que ces pas, ils venaient de la cuisine, là où se trouvait le téléphone. Je restai immobile, serrant mon téléphone si fort que mes jointures blanchirent. Les pas continuaient, lents, mesurés. Ce n'étaient pas des bruits aléatoires du bois qui travaille. Quelqu'un marchait dans la maison. Je déglutis avec peine. Je ne pouvais pas rester caché à la cave. Je ne pouvais pas laisser les enfants seuls. Alors, aussi silencieusement que possible, je remontais les marches, m'interdisant de penser à ce qui m'attendait en haut. Lorsque j'atteignis le rez-de-chaussée, la maison était plongée dans une obscurité complète. Les ombres semblaient bouger au rythme de ma lumière. Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans mes tempes. Je m'approchais du salon où les enfants étaient restés. Ils étaient recroquevillés sur le canapé, les yeux écarquillés par la peur.
Julien, chuchota Élodie. Il y avait quelqu'un ici. Mon souffle se coupa net. Qui? Qu'est-ce que tu as vu? Thomas leva une main tremblante et pointa la cuisine. Je pris une profonde inspiration et me forçai à avancer. Mais en arrivant, je m'arrêtai net. Des traces, des empreintes de boue partaient de la porte arrière et menaient au couloir. Ma poitrine se serra. J'étais pourtant certain d'avoir verrouillé cette porte en arrivant. Je fixai la poignée. Elle était intacte. Rien ne semblait forcé. Alors comment quelqu'un avait-il pu entrer sans la briser? Le téléphone fixe était toujours à sa place. Il ne sonnait plus. Mais maintenant, savoir que cet appel provenait de l'intérieur de la maison me donnait la nausée. Il n'y avait plus de doute. Quelqu'un avait été ici. Et si je ne le voyais pas, cela signifiait qu'il était toujours là. Mon cerveau tournait à toute vitesse. Je tentais de rationaliser la situation, mais une chose était indéniable. 1. Quelqu'un s'était introduit dans la maison. 2. Toutes les portes étaient encore fermées. 3e. Je n'étais pas seul. Je cherchais désespérément une solution quand le son perçant du téléphone brisa le silence. Encore, ce foutu téléphone. La sonnerie résonna comme un cri dans le noir. Mon premier réflexe fut de ne pas répondre. Mais mes mains agirent avant que mon cerveau ne décide. Je décrochai. Le combiné était glacé contre mon oreille. « Allô ?» dis-je, la voix tendue. Pendant un instant, rien. Seul un silence profond. Puis, tu n'aurais pas dû descendre à la cave. L'air se bloqua dans ma gorge. C'était la même voix, rauque, râpeuse, mais cette fois, elle savait ce que j'avais fait. Elle savait que j'étais allé à la cave. Mon estomac se serra sous l'effet d'une peur si brute que ma tête se mit à tourner. Je raccrochai brusquement, le souffle court, le sang pulsait violemment dans mes tempes. Je retournai au salon, sentant un regard peser sur moi depuis chaque recoin d'ombre. « Écoutez-moi » dis-je d'une voix tendue. « Nous allons aller dans la chambre de vos parents et nous y resterons. » Les enfants ne discutèrent pas. Ils me suivirent en silence, comprenant instinctivement que quelque chose n'allait pas. Nous avançâmes rapidement dans le couloir. À chaque pas, j'avais l'impression qu'une présence invisible nous épiait, cachée quelque part dans l'obscurité de la maison. Arrivé dans la chambre, je fermai la porte derrière nous et coinçai une chaise sous la poignée. Je pris une profonde inspiration. « Ce sera comme un camping », souris-je, tentant d'affecter un ton léger. « On reste ici tous ensemble jusqu'au retour de vos parents. » Les enfants hochèrent la tête sans un mot. J'essayais de les rassurer. J'essayais d'oublier ce que la voix au téléphone avait dit, mais je ne pouvais me débarrasser de cette impression. L'impression que, quelque part dans la maison, caché parmi les ombres, quelqu'un attendait, et que tôt ou tard, il essaierait d'entrer. L'air dans la pièce était lourd, saturé d'une peur presque tangible. Les enfants étaient blottis les uns contre les autres dans le lit, silencieux. Je restais près de la porte, la chaise solidement en place, mon téléphone moite entre les doigts. J'essayais d'appeler la mère des enfants, rien, aucune tonalité, aucune connexion. Évidemment, je serrais les dents, tentant de maîtriser la panique. La seule chose à faire était d'attendre le lever du jour. Puis, j'entendis un bruit, juste derrière la porte. Une respiration, lente, faible, comme si quelqu'un humait l'air. Mon corps se figea. Thomas ouvrit des yeux ronds. Lui aussi l'avait entendu. Élodie plaqua ses petites mains contre sa bouche, tremblante. La poignée de la porte bougea, lentement, comme si quelqu'un la testait, avec patience, avec la certitude qu'elle finirait par s'ouvrir. Mon cœur battait si fort que mes oreilles bourdonnaient. Je ne sais pas combien de temps cela dura. Quelques secondes, une éternité, puis le bruit cessa. Mais un nouveau son le remplaça. Des pas s'éloignaient dans le couloir. Mais ce n'étaient pas des pas ordinaires. Ils étaient lents. Ils voulaient que nous sachions qu'ils étaient toujours là. Je me tournai vers les enfants et leur fis signe de rester silencieux. Je pris le risque de jeter un œil à travers l'interstice de la porte,
à l'aide de la lumière vacillante de mon téléphone. Le couloir était plongé dans le noir. Rien, mais soudain, un bruit provenant de la pièce voisine. Le son de tiroirs qu'on ouvrait et refermait. Quelqu'un fouillait dans les affaires, comme s'il cherchait quelque chose. Ma peau se hérissa. Pourquoi ne partait-il pas? Que voulait-il? Et surtout, combien de temps avant qu'il ne revienne essayer d'ouvrir cette porte? Le bruit des tiroirs continuait, méthodique. Je pouvais presque voir cette personne en train de trier chaque objet minutieusement. Ce n'était pas un simple cambrioleur. Il ne volait pas. Il cherchait. Mais quoi? Et pourquoi ici? Mes jambes étaient tendues, prêtes à courir si nécessaire. Mon téléphone n'avait toujours pas de réseau. Je pris une profonde inspiration, tentant de ne pas perdre mon sang-froid devant les enfants. Puis, le bruit des tiroirs s'arrêta. Un silence étouffant. Et soudain, un bruit sourd. Comme si quelque chose de lourd venait de tomber au sol. Les enfants sursautèrent sous les couvertures. Je déglutis difficilement, les yeux rivés sur la porte. Et à cet instant précis, mon téléphone vibra. L'écran s'alluma, numéro inconnu. Un message s'afficha. « Je sais où tu es ». Mon corps entier se figea. Ma gorge se serra. Un frisson glacé descendit le long de ma colonne vertébrale. Je tournai lentement la tête vers la porte, le cœur battant à tout rompre. Le couloir était toujours plongé dans l'obscurité. Mais je sentais qu'il y avait quelqu'un. Là, à nous observer, à attendre. Élodie étouffa un sanglot. Je posai un doigt sur mes lèvres, lui intimant de garder le silence. Thomas et Mathieu me fixaient, les yeux agrandis par la peur, attendant que je trouve une solution. Mais je n'avais rien. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester ici, bloquer la porte de mon corps et prier pour que la nuit passe. Puis, juste au moment où je croyais que la situation ne pouvait empirer, un nouveau bruit retentit, un clic métallique, le bruit d'une serrure, qui glissait lentement. Mais ce bruit ne venait pas du couloir, il venait de la fenêtre de la pièce d'à côté. Quelqu'un essayait d'entrer. Tous mes muscles se tendirent. La fenêtre, le son était sans équivoque. Quelqu'un forçait la fermeture. Le temps sembla ralentir. Si cette personne réussissait à entrer par là, nous étions piégés. Impossible de sauter par la fenêtre. Impossible de sortir dans le couloir. Nous étions coincés. Les enfants me regardaient, attendant que j'agisse. Mais que pouvais-je faire? Mes yeux parcoururent la pièce à la recherche d'une issue. Puis, j'entendis un bruit dehors. D'abord, un murmure indistinct, perdu dans la nuit. Mais il devint plus fort. Un rugissement? Non. Un moteur de moto. Le bruit se rapprocha à toute vitesse, déchirant le silence pesant de la nuit. Puis, sans prévenir, des sirènes résonnèrent au loin. Le son changea tout. Les pas dans le couloir s'accélérèrent. Quelqu'un courut vers le salon. La serrure de la fenêtre cessa d'être forcée. Et avant même que je puisse réagir, le moteur de la moto rugit une dernière fois, puis disparut à toute allure à travers les champs de blé. L'intrus prenait la fuite. Je ne sais pas combien de temps je restais figé, écoutant les bruits dans la maison. Les sirènes se rapprochaient. Quelqu'un les avait appelés? Je n'en savais rien. Mais qui que ce soit, il venait de nous sauver la vie. J'attendis quelques secondes, et quand je fus certain que le danger était écarté, je m'approchai de la fenêtre et tournai le verrou. Les enfants soupirèrent de soulagement en même temps. Ils semblaient aussi épuisés que moi. Les lumières bleues et rouges des voitures de police commencèrent à percer à travers les rideaux. Je glissai la main dans ma poche. Mes doigts tremblaient encore. Parce que là, éclairé par l'écran de mon téléphone, le message était toujours affiché « Je sais où tu es ». Et le pire dans tout ça, c'est que celui qui l'avait envoyé le disait avec une certitude absolue. Des coups résonnèrent contre la porte d'entrée, brisant le silence de la maison. Mon corps resta tendu, mais en voyant les reflets rouges et bleus sur les vitres, je compris que j'étais enfin en sécurité. Je descendis avec les enfants accrochés à mon bras, encore tremblants. Lorsque j'ouvris la porte, 2 policiers me regardèrent avec un air grave.
« Vous êtes Julien Moreau ?» demanda l'un d'eux. J'hochai la tête, incapable de prononcer le moindre mot. Les agents pénétrèrent dans la maison, lampe torche en main, fouillant chaque recoin. « Nous avons reçu un appel d'urgence depuis cette adresse », poursuivit l'un d'eux. « Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ?» Je pris une grande inspiration et laissai tout sortir d'un coup. Je leur racontais tout, les appels anonymes, les empreintes boueuses dans la cuisine, l'intrus à l'intérieur, la poignée qui bougeait, la fenêtre forcée. Un des policiers prit son talkie-walkie et demanda du renfort. L'autre continua à inspecter les pièces. Moi, je restais là, à observer ces hommes fouiller cette maison qui, quelques minutes plus tôt, avait été ma prison. Jusqu'à ce qu'un des agents trouve quelque chose dans la cuisine. Regardez ça, je m'approchai, et mon estomac se noua. Sur la table, juste à côté du téléphone fixe, un long couteau, sale, couvert de terre. Il n'était pas là avant. Le policier leva les yeux vers moi, son expression s'assombrit. « Ce type n'était pas là pour vous faire peur », dit-il d'un ton grave. « Si vous aviez ouvert cette porte… » Il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Je savais exactement comment cette nuit aurait pu se terminer. Les agents inspectèrent chaque recoin de la maison. Les empreintes menaient jusqu'à la fenêtre du salon où des traces de boue marquaient l'encadrement. Dans la chambre des parents, ils trouvèrent des tiroirs renversés, des affaires éparpillées. Mais le pire, ce fut ce que l'un des policiers découvrit juste sous la fenêtre de la chambre voisine. Avec sa lampe torche, il éclaira un cercle d'empreintes bien nettes dans la terre. Quelqu'un s'était tenu là, pendant des heures, observant la maison dans l'obscurité, attendant que nous fassions une erreur. Un des agents sortit pour inspecter les environs. Il revint quelques minutes plus tard, le visage fermé. L'homme qui était ici, il s'est enfui dans les champs. Un silence pesant tomba sur la pièce. Personne ne parla. Mais nous savions tous ce que cela signifiait. L'intrus était toujours là, quelque part dans le noir, nous observant. Attendait-il une autre occasion ? Aux premières lueurs du matin, les parents des enfants arrivèrent à la maison. La mère d'Élodie courut vers elle, la serrant dans ses bras en sanglotant. Les jumeaux s'accrochèrent à leur père, encore sous le choc. Moi, je restais là, incapable de comprendre pleinement ce qui venait de se passer. Un des policiers s'approcha pour nous expliquer la situation. « Nous avons fouillé les alentours, mais l'individu a disparu dans les champs, dit-il en fronçant les sourcils. Il savait ce qu'il faisait. Son ton était grave. Il ne cherchait pas à nous rassurer. Il disait juste la vérité. Le type n'avait pas été arrêté, ce qui voulait dire qu'il pourrait revenir. Je ne suis pas resté dormir. Impossible. Les Moreau m'ont proposé de passer la nuit dans la chambre d'amis, mais je voulais juste partir. Alors, une fois tout calmé, je suis monté dans ma voiture et j'ai pris la route du retour. Le chemin de terre était sombre et désert. Les champs s'étendaient de chaque côté, formant un tunnel de blé mouvant dans le vent. La lune n'éclairait presque rien. Et même avec les vitres fermées, je n'arrêtais pas de sentir qu'on m'observait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, ni celle d'après. Pendant des semaines, mon corps réagissait au moindre bruit. Si j'entendais un son près de ma fenêtre, mon premier réflexe était de la verrouiller. Si mon téléphone sonnait en pleine nuit, mon estomac se nouait. Et à chaque fois que je traversais un endroit sombre, je sentais une présence, toujours là, à attendre, à observer, comme cette nuit-là. Le temps a passé. Je me suis convaincu que tout était terminé, que ce n'était qu'une terrible coïncidence, que j'avais eu de la chance. Mais alors, une semaine plus tard, j'ai reçu un message, numéro inconnu. Il disait simplement « On se reverra ». Et le pire, ce n'était pas une menace, c'était une promesse. Les jours ont passé. J'ai essayé de reprendre une vie normale, d'oublier ce qui s'était passé au domaine Moreau, de me convaincre que tout était terminé cette nuit-là. Mais la vérité, c'est que ça ne s'est jamais vraiment arrêté. Ce message, ce « on se reverra », me laissa une impression poisseuse sur la peau.
comme si, sans le vouloir, j'avais ouvert une porte que je n'aurais jamais dû toucher. Au début, j'ai tenté de ne pas y penser. Je me répétais que c'était sûrement un abruti cherchant à me faire peur, un plaisantin avec trop de temps libre. Mais ensuite, des choses étranges ont commencé à arriver, de petits détails, subtils, mais suffisants pour me faire douter. La première fois que j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel, c'était une semaine après les événements. J'étais dans ma chambre, lumière éteinte, prête à dormir. Seule la lueur de mon téléphone éclairait la pièce pendant que je faisais défiler distraitement des messages. Et c'est là que je l'ai vu. Dans le reflet de mon écran, juste derrière moi, sur la vitre de ma fenêtre, une ombre. Mon cœur s'est arrêté. Le sang s'est glacé dans mes veines. Je me suis retourné d'un coup, mais il n'y avait personne. Je me suis levé d'un bond, la peau couverte de frissons. Mon estomac s'était retourné, mais j'ai osé avancer jusqu'à la fenêtre. J'ai écarté les rideaux. La rue était vide. Les lampadaires projetaient une lumière blafarde sur le trottoir. Rien, personne. Mais quelque chose n'allait pas. Je sentais que quelqu'un était là. J'ai vite refermé les rideaux et vérifié la serrure de ma porte d'entrée. Fermée. Et pourtant, cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Les jours ont passé. Et chaque jour, c'était pire. J'ai commencé à remarquer d'autres détails. Une nuit, j'ai entendu des bruits dehors. Des pas. Comme si quelqu'un traînait les pieds sur le gravier. J'ai saisi mon téléphone, les mains tremblantes. Je me suis approché, à pas lents, et j'ai jeté un regard par l'ouverture des rideaux. Rien, mais mes poumons refusaient de se remplir d'air. Parce que là, juste sous ma fenêtre, dans la terre humide, il y avait des empreintes, les mêmes empreintes boueuses que j'avais vues cette nuit-là au domaine Moreau. Mon estomac s'est noué, ce n'était pas possible. Mais elles étaient bien là, comme si quelqu'un s'était tenu juste devant ma fenêtre, me regardant dormir. Un frisson me parcourut l'échine. J'ai pris une photo avec mon téléphone, parce que le matin venu, je voulais me convaincre que ce n'était qu'un cauchemar, que je n'avais rien vu. Mais quand j'ai rouvert l'image au réveil, les empreintes étaient toujours là. Et le pire, c'est qu'elles étaient fraîches, comme si cette personne était restée là jusqu'au lever du jour. Après ça, je ne dormis plus jamais plus de 3 heures d'affilée. Chaque bruit dans la nuit me faisait sursauter. Chaque ombre me paraissait trop sombre. Chaque pas dans la rue me faisait retenir mon souffle. J'évitais de regarder par les fenêtres. Je vérifiais 3 fois avant de sortir de chez moi. Sans même m'en rendre compte, j'avais commencé à vivre dans la peur, parce que je savais qu'il était toujours là, attendant, observant, sans précipitation, comme s'il attendait juste le moment parfait. Et c'était ça, le pire, cette certitude qui tournait en boucle dans mon esprit. Que ça n'était jamais terminé, que ça ne s'était jamais arrêté. Le jour où j'ai enfin compris que quelque chose clochait vraiment. C'était un après-midi à l'université. J'étais à la bibliothèque, feuilletant des livres pour un exposé. Je tentais d'ignorer l'anxiété qui me rongeait depuis des jours. Je me disais que tout ça, ce n'était que des coïncidences, que je dramatisais, jusqu'à ce que mon téléphone vibre. Un message, numéro inconnu. Je l'ai ouvert, et ce que j'ai vu m'a glacé le sang. Une photo prise de l'extérieur de ma maison, depuis la rue. Sur l'image, on voyait clairement ma fenêtre, celle de ma chambre. Mais ce qui m'a terrorisé, c'est qu'on y voyait mon ombre, derrière les rideaux, moi, immobile, ignorant que quelqu'un était en train de me prendre en photo, à cet instant précis. Mon téléphone glissa de mes doigts. Je restais pétrifié, le souffle coupé. Je scrutais la bibliothèque. Les étudiants étaient concentrés sur leurs livres. Personne ne me regardait, personne n'avait l'air suspect. Et pourtant, je savais qu'il était là, que l'intrus m'avait retrouvé et qu'il n'était jamais parti.